Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un mot dont j'ai dû chercher l'étymologie pour le cours de linguistique et dont une collègue a bien voulu que je la partage ici. Alors faisons un petit voyage étymologique pour décrire d'où vient le terme de l'absurde. Vous en serez bouche bée, du moins je l'espère. Je suis votre folle rugisseur, liseron de la lyrine, pour le podcast des métamologies où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Une histoire de mots qui fait grincer les oreilles. Emprunté au latin absurdus, dont le sens primitif semble avoir été dissonant, comme on peut le lire chez Cicéron dans De Oratore, avec cette phrase « Vox absona atque absurda », d'où proviendrait plus tard le sens d'être hors de mise ou contraire au sens commun, ce mot pourrait alors avoir été influencé possiblement par le terme sourd, en ancien français sort avec un T, sur les formes du type absurde et absurde, se référant alors au latin médiéval absurdus et donc de surdus. Mais qu'est-ce qui nous rend le monde silencieux ? Là, il va falloir s'arrêter un instant et digresser un peu sur le terme de la surdité. Provenant donc du latin surdus, c'est-à-dire qui n'entend pas et qui ne veut pas entendre ou qui est insensible, il serait, en parlant des êtres animés, attesté vers le milieu du XIe siècle sous la forme surs, qui désignait quelqu'un qui n'entend pas, par défaut de l'ouïe, et qui au siècle suivant se définira plutôt comme quelqu'un qui, bien qu'entendant correctement, se comporte comme une personne qui a perdu l'ouïe. Cependant, à partir du XIVe, le vocable aurait même commencé à être usité en parlant de choses, et pouvait se dire d'outils qui ne font pas de bruit quand on s'en sert, comme par exemple avec la locution « tenaille sourde » écrite par Henri de Mondeville dans Chirurgie. Quelque temps plus tard, au milieu du XVe siècle, le terme sera usité au figuré, comme dans l'expression « la lime sourde » pour décrire une femme hypocrite, à l'image de certaines limes qui ne font pas de bruit. En suivant le XVIe siècle, sa définition va varier tout en gardant un sens analogue de son origine, comme quelque chose qui est peu prononcé, qui ne se manifeste pas nettement, qui est peu sonore ou dont le son est étouffé, ou encore qui s'accomplit dans l'ombre sans qu'on en ait clairement conscience. Au XVIIe, le mot pourra même d'ailleurs être usité afin de désigner des sentiments dépourvus d'acuité, comme on le retrouve dans l'exemple de la sourde rage, ou alors il pourra encore même symboliser un acte qui s'effectue d'une manière insidieuse, comme on l'écrira pour des pratiques sourdes, voire même décrira encore quelque chose de terne, sans éclat, ou alors qui n'est pas vif, en parlant d'une couleur avec la locution « l'émeraude sourde ». Bref, le mot sourd, qui est loin de l'être finalement, a énormément de sens, autant pour quelque chose de sonore que pour quelque chose de visuel et même d'animé. Vous voyez où cela veut nous mener ? Du son discordant à l'idée déraisonnable. Revenons-en à présent à notre bon vieux terme de l'absurde. Celui-ci serait donc attesté vers le XIIIe siècle pour désigner ce qui n'a pas de sens, qui est contraire au sens commun d'une chose. Ainsi, en tant qu'adjectif, il aurait eu un emploi figuré au latin pour décrire ce qui choque la raison, dont le sens premier en français ne concernait que l'inanimé, une chose, une proposition, un acte, etc. En tout cas avec la nuance d'une dépréciation. Cet emploi classique, par excellence, serait maintenu jusqu'au XXe siècle. Pourtant, à la fin de l'époque classique, l'adjectif s'étendra alors à l'animé, essentiellement en parlant de l'homme, un animal raisonnable par essence, et donc déraisonnable par accident, c'est-à-dire absurde, comme on peut le lire dans la rubrique étymologique du CNRTL. Néanmoins, il serait plus correct de ne pas employer ce mot en parlant des personnes, comme l'a visé M. Boisse. Dans un exemple isolé du XVIe siècle cependant, le sens propre du latin, c'est-à-dire discordant ou qui choque les oreilles, réapparaîtrait sous la plume d'un humaniste nommé Thomas Sébillet dans son œuvre Art poétique en 1548, où il écrit « La coupe féminine doit être gardée par toi, ne fût-ce que pour éviter le son absurde pour lequel sont moins prisés d'aujourd'hui aucun poète qui ne l'observe. » Et il ne fut pas aisé de lire cette phrase écrite en vieux français. Dans un autre registre, le terme pourra même être utilisé au XVIe siècle comme un substantif, et on disait alors « un absurde » pour décrire une chose absurde. Comme on peut lire ce que Montaigne écrivit ainsi « Il n'est aucun absurde selon nous plus extrême que de maintenir que le feu n'échauffe point, que la lumière n'éclaire point. » On peut alors aussi notifier M. Nicot en 1606 qui écrivait d'ailleurs « Ce serait un trop grand absurde ».
écrit à l'original « Nimia haec quidem esset absurditas ». Randall Cotgrave, en 1611, mentionnera de même cet emploi et le traduira alors en anglais par « an absurdity ». Mais comment donc l'absurde peut-il être encore plus abstrait ? De manière plus abstraite, en effet, on pourra retrouver la locution latine ab absurdo, véhiculée par la scolastique qui passera en français où les logiciens et les mathématiciens l'emploieront constamment. Et en 1842 lui consacreront même encore un article spécial nommé absurdo, entre parenthèses ex ou ab. Locution empruntée au latin qu'on employait donc dans la scolastique pour dire en partant d'un principe absurde le fait de raisonner par l'absurde. La substitution commencerait au début du XVIIe, quand les mathématiciens et les philosophes se mettent à écrire au langage vulgaire. Elle est achevée d'ailleurs au XIXe siècle cependant, et on peut supposer que le substantif abstrait autonome se serait dégagé de l'expression par l'absurde en devenant tombé dans l'absurde. Tout en continuant à vivre dans la langue courante, le substantif abstrait passera à nouveau au XXe, toutefois dans la langue des philosophes, notamment avec Albert Camus, pour qui il devient un mot-clé. La nuance dépréciative, quant à elle, tendrait à disparaître, et le terme caractériserait alors une certaine façon d'envisager le réel. Notons qu'il pourrait avoir des correspondances romaines ou romanes, puisqu'en provençal moderne, on l'écrit absurde, absurdo, en espagnol, portugais et catalan absurdo, et en italien assurdo. Conclusion, après avoir maturé autant de temps dans les langues latines, notre cher mot est, comme on l'a vu, passé par bien des significations diverses et variées, bien que gardant implicitement son sens premier. Mais si vous ne l'avez pas encore remarqué, il est aisé de comprendre que de la surdité peut advenir l'absurde, du simple fait que faire comme si nous n'entendions point, ou encore même le fait de vraiment ne rien entendre, peut concourir à des situations bien absurdes, pour ne prendre que cet exemple linguistique pour en faire le rapprochement. Voilà, cette métamologie est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, ne restez pas sourds au monde absurde qui vous entoure, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles étymos.